Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est toujours un privilège de venir vous parler de ce qu'on fait, ce dont on est fiers, mais ce qui nous questionne aussi et qu'on aimerait toujours améliorer de façon continue. Donc, on m'a demandé effectivement de vous parler du lien entre les données de santé, particulièrement les données sur les inégalités sociales de santé. Vous avez parlé de ça pendant quelques 3 jours, notamment sur la mesure des inégalités sociales de santé, quelques éléments sur les politiques publiques tantôt. Donc, à partir du moment où on a des données sur les inégalités sociales de santé, comment ça se traduit et comment ça s'amène dans la zone ou dans la sphère de décision publique. Et moi, je fais partie de l'administration publique au Québec, bien sûr, et je suis d'abord une utilisatrice de ces données-là. Je suis une utilisatrice des résultats de recherche intelligente, je pense. Je lis, je comprends tout ça, mais ma préoccupation comme directrice générale adjointe à la santé publique, c'est de traduire ces données probantes-là pour une utilisation effective dans la décision publique. Donc, soutenir la décision sur les politiques publiques à partir des données probantes. Et ce que je vais vous montrer, c'est un peu tout le processus, dans le fond, qu'on a mis en place, le dispositif, les mécanismes, les outils qu'on a mis en place pour effectivement soutenir cette décision publique-là sur les données probantes, et notamment pour les inégalités sociales de santé, mais contrairement à plusieurs des propos des derniers jours, je ne focus pas spécifiquement inégalités sociales de santé, mais je vous parle de notre dispositif de manière plus intégrée. Dans la discussion, pour aller plus loin si vous le voulez, mais pour l'instant, je veux davantage vous parler de nos pratiques intégrées pour soutenir la décision publique. Donc, le plan de la présentation, d'abord, je vous présente l'organisation de la surveillance de l'état de santé au Québec, qui est une fonction essentielle de santé publique. Je vous parle aussi de la production d'informations en santé à son utilisation, donc avec une préoccupation très grande d'un processus efficace pour permettre l'utilisation de ces informations-là. Ensuite, pour une réelle appropriation de données de santé auprès de différents publics cibles ou décideurs cibles. Et je termine avec différentes stratégies possibles, multiples, pour influencer la prise de décision. À travers tout ça, je pourrais, le cas échéant, vous parler d'une dernière expérience. On a parlé de l'article 54, bien sûr, où on cherche à développer des pratiques d'évaluation d'impact sur la santé des projets de politique publique, donc les plans d'action, les stratégies, les lois, les règlements. On travaille avec l'ensemble de l'appareil gouvernemental pour soutenir l'évaluation a priori des effets sur la santé de ces différentes politiques-là. Je pourrais, à travers, vous donner certains de ces exemples-là, mais dans les 2 dernières années, la dernière année et demie, on a travaillé de façon très intensive à un projet de politique gouvernementale de prévention en santé. Bien sûr, avec le changement de gouvernement qu'on connaît au Québec, l'avenir ou l'évolution ou la transformation de ce projet-là est encore en discussion. Mais je pourrais quand même vous dire comment on a travaillé avec les décideurs publics à l'utilisation des données probantes pour une éventuelle politique nationale de santé. Et l'intérêt de ce projet-là particulièrement, mais tout comme celui de l'article 54, c'est que ce sont des projets à portée gouvernementale. Donc, on n'est pas juste dans le domaine de la santé avec des préoccupations d'accès, de qualité de soins et tout, mais on est vraiment dans une perspective gouvernementale où on travaille à agir sur les déterminants de la santé, dont les déterminants sociaux, avec les acteurs qui détiennent les leviers pour agir sur ces déterminants-là. Donc, je commence. La définition de la surveillance, donc, c'est juste pour bien situer, parce qu'à certains moments, on parle de monitorage, d'études, de recherche, etc. La surveillance proprement dite, qui est une fonction essentielle de santé publique, elle est définie au Québec dans un cadre législatif comme un processus continu d'appréciation de l'état de santé de la population et de ses déterminants par la collecte, l'analyse, l'interprétation des données. La surveillance se situe en amont de la planification socio-sanitaire et de l'organisation des soins et des services, des soins de santé et des services sociaux. Donc, sa finalité est de soutenir la planification socio-sanitaire sur une base sectorielle, mais sur une base intersectorielle aussi, le cas échéant, quand on parle, entre autres, des déterminants sociaux. Donc, les assises légales de la fonction de surveillance
s'est appuyé sur la loi de santé publique qui a été révisée en 2001. La loi précédente était beaucoup une loi de protection de la santé, alors que maintenant, on a une loi qui est plus englobante, plus large, plus habilitante aussi pour les fonctions de santé publique. On distingue les fonctions essentielles, les fonctions de soutien. Donc, vous voyez que la surveillance est une fonction essentielle avec la promotion de la santé, la prévention et la protection de la santé publique. On s'est donné une instrumentation bien appuyée dans la loi aussi avec un programme national de santé publique et l'obligation de produire des plans d'action régionaux et des plans d'action locaux de santé publique. Donc, ce sont des leviers légaux qui obligent une planification nationale, régionale et locale pour l'action de santé publique. Et d'autres leviers législatifs, notamment en lien avec la surveillance, l'obligation de produire des rapports du directeur national de santé publique sur l'état de santé de la population. Et un des derniers rapports a d'ailleurs porté sur la pauvreté chez les enfants au Québec. Et différents rapports, soit sur l'état de santé de façon générale ou des rapports plus thématiques, on va y revenir tantôt. On a une obligation de se doter d'un plan national de surveillance, qui est une obligation, une contrainte jusqu'à un certain point, mais en même temps qui est un levier extraordinaire pour pouvoir obtenir de l'information, notamment des renseignements personnels qui sont détenus par d'autres organisations ou d'autres ministères. Et évidemment, les leviers autour de la vigie sanitaire, les pouvoirs d'intervention et l'évaluation d'impact sur la santé avec l'article 54. Donc, voilà notre cadre législatif, comme je disais, qui, à certains moments, peut être contraignant dans le sens où ça balise beaucoup l'action de santé publique et notamment l'action de surveillance, mais en même temps, ça nous donne des leviers quand même importants. Les finalités de la surveillance, donc, je vous disais, soutenir la prise de décision dans le secteur socio-sanitaire et dans les autres secteurs qui agissent sur la santé. Donc, c'est vraiment inscrit tel quel dans la loi de santé publique, qui date, comme je disais tantôt, de 2001. Donc, déjà en 2001, on avait cette finalité-là de soutenir la décision publique sur la base des données probantes, des données sur l'état de santé. Identifie les mandataires légaux. Donc, c'est le ministre qui délègue le directeur national et sous-ministre adjoint et les 18 directeurs de santé publique qui sont les mandataires légaux de la surveillance de l'état de santé au Québec. Donc, c'est une assurance très claire par rapport à l'utilisation des données qui nous donne une grande légitimité, comme je disais, pour avoir accès à des données qui sont détenues par d'autres organisations. Et énonce la nécessité d'inscrire les objets de surveillance dans un plan. Donc, on a l'obligation de produire un plan de surveillance avec les finalités, les objets de surveillance, les renseignements personnels qu'on veut aller chercher, notamment le revenu, bien sûr, les sources d'informations envisagées et les plans d'analyse pour traiter ces informations-là. 2 instituts en appui, l'Institut national de santé publique, 2 collègues ont fait une présentation tantôt. Donc, l'Institut national de santé publique n'a pas de mandat légal de surveillance, mais c'est le seul collaborateur autorisé par la loi de santé publique à exercer des mandats de surveillance confiés par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Et l'Institut de la statistique du Québec, qui est un institut aussi, un partenaire majeur pour nous, qui est le mandataire légal pour la réalisation d'enquêtes socio-sanitaires nationales réalisées à des fins de surveillance. Donc, on parle des enquêtes à portée nationale, mais qui aussi des enquêtes qui sont menées sur le plan national, mais qui peuvent avoir des portées régionales et locales. On est sur le terrain avec l'ISQ pour une enquête sur la santé de la population à portée locale. On va aller chercher donc des données sur l'état de santé de la population et c'est déterminant partout sur le territoire local au Québec. Et donc, c'est l'ISQ qui est ce mandataire légal-là. Et pourquoi on dit réalisation d'enquêtes socio-sanitaires réalisées à des fins de surveillance? Parce que la surveillance, elle est faite sur une base continue. Donc, c'est une surveillance des enquêtes qui sont répétées dans le temps et on doit suivre les indicateurs de santé dans le temps et dans l'espace, notamment les portées géographiques nationales, régionales, locales. Donc, c'est pour ça qu'on parle des enquêtes réalisées à des fins de surveillance. Bien sûr, l'ISQ réalise d'autres enquêtes qui ne sont pas nécessairement à des fins de surveillance, mais celles qu'on travaille ensemble sont pour ces finalités-là. Donc, en résumé, le dispositif de surveillance de l'état de santé au Québec, on a parlé de la loi, le ministère, l'Institut national de santé publique, l'Institut de la statistique du Québec. Et dans le cœur de la diapositive, on parle du plan national de surveillance qui a 2 composantes, donc un plan commun avec l'ensemble des régions du Québec, les directeurs de santé publique qui sont mandataires légaux aussi de surveillance, et un plan ministériel
qui devait répondre à des besoins davantage de nature ministérielle, donc avec l'ensemble des programmes du ministère. On est en train d'intégrer de façon très effective là, ces deux plans-là pour former le plan national de surveillance. On a un cadre d'orientation pour l'évolution des pratiques en surveillance, pour le développement et l'évolution des pratiques, et on a un plan ministériel d'enquête socio-sanitaire qui comporte un volet pour la santé publique sur l'ensemble des déterminants, dont les déterminants sociaux, et un volet qui porte davantage quand même sur le déterminant d'organisation des soins et des services. Donc, on a une planification sur 5 ans avec les collaborateurs de l'ISQ pour assurer une mise en œuvre, dans le fond, des enquêtes de façon continue et surtout pour assurer une comparaison dans le temps de ces indicateurs de santé-là. Donc, on a à ce moment-ci quelques 1000 indicateurs autour du plan national, dont peut-être 600 qui sont déployés de façon concrète à l'Infocentre de santé publique, qui est notre plateforme technologique au profit des régions, au profit du ministère pour exploiter ces données-là. Les chercheurs peuvent avoir accès à ces données-là, mais dans le cadre de projets de recherche, donc il y a toute une démarche avec la loi d'accès à l'information, mais il en demeure pas moins qu'il y a une mine de données, d'informations extraordinaires sur cette plateforme. Et la perspective ou la finalité comme telle, et j'y reviens souvent, c'est de produire une information utile, efficace, en temps opportun pour les décideurs stratégiques. Donc, l'idée n'est pas de produire de la donnée pour produire de la donnée, produire 1000 indicateurs parce que ça paraît bien 1000 indicateurs, mais l'idée, c'est vraiment de s'assurer d'une exploitation utile, efficace, en temps opportun. Meilleur exemple, il y a 1 an et demi, on a commencé à travailler le projet, l'avant-projet de politique nationale de prévention en santé. On a voulu démarrer les travaux sur un état de santé le plus à jour possible de la population du Québec, ventilé selon toutes sortes de variables. Et donc, on a travaillé avec l'Infocentre pour avoir ces portraits de santé-là, globaux et thématiques, en temps opportun. C'est maintenant qu'on en a besoin et on avait l'instrumentation, on avait les données. Il fallait ensuite mobiliser les ressources humaines pour sortir ces données, ces analyses-là, bien sûr, ces interprétations-là, pour démarrer les travaux du projet de politique. Donc, de la production d'informations à son utilisation, à partir du moment où on a effectivement besoin de données pour un projet de politique publique, comment ça se passe? Donc, tout notre processus de production d'informations est orienté pour éclairer la décision publique. On a nos plans de surveillance commandés ou prescrits par la loi de santé publique pour répondre aux besoins d'information, notamment en matière d'inégalité sociale de santé. Donc, 4 grandes phases. Première phase, l'alimentation en données, soit à partir des fichiers administratifs internes du ministère de la Santé et des Services sociaux ou détenus par des tiers. Donc, on a accès aux données du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, à des données du ministère de l'Éducation, de l'Immigration, différents organismes aussi. La loi nous permet d'aller chercher ces données-là pour des fins de surveillance encore là. Et nos enquêtes socio-sanitaires, bien sûr, pour alimenter en données les plans de surveillance. Ensuite, production de l'information, analyse générale, analyse plus spécifique selon les besoins, interprétation des données. Donc, on n'est pas non plus juste à sortir des tableaux statistiques. Il faut être capable de lire les données, de les analyser dans leur contexte pour qu'elles soient utiles aux décideurs toujours. Et l'idée de transformer les données en informations utiles en temps opportun. Je m'étais mis une petite note. L'idée, c'est de transformer les statistiques, dans le fond, en informations utiles dans cette section-là de production de l'information. Diffusion, divers produits donc de surveillance adaptés aux décideurs et aux utilisateurs de données. Ce sont des décideurs très terrain versus des décideurs très politiques ou encore des décideurs du secteur de la santé et des services sociaux ou des décideurs d'un autre secteur d'activité ou qui est non gouvernemental. Donc, selon l'auditoire, selon les personnes qui vont recevoir nos productions, on adapte, bien sûr. Je vais vous montrer des exemples tantôt, notamment encore là dans l'avant-projet de politique nationale de prévention. C'est des tableaux de données avec, nous, on appelle des picots, avec des grands constats qu'on a mis sur la table pour soutenir la discussion, pour commencer à bien comprendre où on en était en termes d'état de santé et des déterminants au Québec pour la suite des travaux de la politique. Donc, là, ce n'est pas des rapports, c'est vraiment des productions très, très synthétiques pour les décideurs qui, là, l'utilisent pour une politique à développer.
Soutien à la décision, par la suite, je vous avoue qu'ici, dans notre, tantôt je vous parlais, on a un cadre d'orientation pour soutenir le développement et l'évolution de la pratique de surveillance. Dans le soutien à la décision, on a du développement à faire de capacités, de compétences aussi, dans le sens où on veut accompagner de façon encore le plus effective les décideurs. Une fois qu'on les a, les données, une fois qu'on a les tableaux synthétiques, une fois qu'on a les grands constats, qu'on a mâché la donnée pour les décideurs, comment on les soutient aussi pour intégrer ça dans leur planification socio-sanitaire, notamment, dans leur planification de soins et de services, parce qu'on travaille beaucoup aussi avec les établissements locaux qui doivent développer une offre de services adaptée aux besoins des populations locales. Donc, une fois qu'on a les données, comment on traduit ça en offre de services adaptés aux besoins? Il y a un travail à faire. Là, on est en développement pour renforcer nos capacités à ce niveau-là. Et finalement, la finalité, l'adaptation plutôt continue des politiques, programmes et interventions, je vous disais sectorielles, santé, services sociaux, mais on cherche de plus en plus à ouvrir et à donner ce genre d'informations synthétiques utiles à la décision aux autres décideurs publics que ceux de la santé et des services sociaux. Oups, excusez-moi. Oh là, j'ai de la misère peut-être. OK. Je vous ai parlé du processus de production de l'information. Je vous parle maintenant du processus d'élaboration de politique publique, puis vous allez voir le mariage qu'on doit faire entre les deux, au fond. Le processus d'élaboration de politique publique, selon une référence qui nous a été fort utile, notamment dans les travaux toujours de politique nationale de prévention, se définit en 3 grandes phases. Donc, toute la phase de documentation du projet de politique, la phase de formulation de la politique et la phase de mise en œuvre, des choses que vous connaissez probablement, mais quand c'est imagé comme ça, c'est utile. Donc, dans la phase de documentation du projet de politique, c'est là, bien sûr, qu'on va utiliser de façon plus claire, plus explicite, plus évidente les données probantes. C'est à ce moment-là qu'il faut arriver en temps opportun avec les différentes données sur l'état de santé, mais les données sur les programmes efficaces, bien sûr, ce qui se fait ailleurs et qu'est-ce qu'on devrait utiliser là, pour nous influencer. Oh oui? OK. Utilisation des données probantes dans cette partie-là avec la consultation d'experts pour délibérer sur ces données-là, qu'est-ce qu'on en comprend, qu'est-ce qu'on en retient. Une phase majeure pour ce qui nous concerne, qui est la traduction de l'information pour les décideurs. Et plus nous, on avait émis l'hypothèse que plus on va bien traduire l'information, les données probantes, notamment sur l'état de santé, les inégalités sociales qu'on a voulu mettre en exergue aussi dans notre projet, plus on va bien traduire cette information-là, plus elle va transcender l'ensemble des phases d'élaboration du projet de politique. C'est comme si on a voulu un peu frapper l'imaginaire des décideurs et donner de l'information pertinente, percutante à certains égards, qui fait qu'elle transcende l'ensemble des phases de l'élaboration de la politique. Donc, quand vient le temps de formuler la politique, où là, on va être plus au niveau de l'analyse contextuelle, de l'analyse sociopolitique, de la faisabilité, notamment de la faisabilité économique, aussi de l'acceptabilité sociale. Là, on est plus dans des discussions de valeurs. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on n'est pas prêt? Est-ce que ça fait du sens pour nous, décideurs, d'aller de l'avant ou pas? Donc, pour que les données aient de l'influence dans toutes les phases, au fond, les données probantes aient de l'influence dans toutes les phases d'élaboration du projet de politique, nous, on dit que l'élément de traduction de l'information est déterminant. Et ça s'est avéré dans le sens où on ne s'est pas rendu jusqu'à la mise en œuvre, bien sûr, on est resté au niveau de la formulation de la politique, mais même quand on délibérait sur la faisabilité, sur l'acceptabilité sociale, on pouvait ramener dans le débat des données probantes pour venir nuancer, pour venir contextuer certains éléments ou certains points de vue qui pouvaient être énoncés par les décideurs publics. Donc, les décisions pour l'élaboration de politiques publiques ne sont pas appuyées que sur les données probantes, on l'a bien vu. Elles sont prises, entre autres, sur d'autres bases, comme l'agenda politique influencé par les valeurs du parti au pouvoir. Je vous disais tantôt, on a travaillé, nous, ce projet-là avec un parti au pouvoir. Maintenant, il y a un nouveau parti, il faut voir comment on va poursuivre, comment on va adapter, comment on va continuer ce projet-là avec les nouveaux dirigeants qui ont été élus par la population. Donc, il faut regarder avec eux
qu'est-ce qu'on en fait. L'opinion publique qui est déterminante, on en a parlé un petit peu dans certaines présentations tantôt. Les expériences du décideur, même les expériences très personnelles, puis dans le cadre des travaux sur l'évaluation d'impact sur la santé, je pourrais vous donner un exemple, notamment sur l'obligation des cours de conduite chez les jeunes qui apprennent à conduire, qui veulent avoir leur permis de conduire. Et il y a des données probantes très, très claires sur la non-efficacité des cours de conduite, mais la non-efficacité et même le risque qui pourrait être associé par un espèce de sentiment, de faux sentiment de sécurité, j'ai mon cours, je suis correct, ou les parents disent, il y a son cours, il est correct. Et les décideurs qui, dans les derniers moments de prise de décision pour aller de l'avant avec le projet de loi, eux considéraient, des mères de famille, que si mon fils a un cours de conduite de quelques 30 heures, moi, ça va me sécuriser, puis moi, je trouve qu'il faut les rendre obligatoires, même si ça a des impacts économiques, hein, on le sait, et même si ça a des répercussions qui sont différenciées selon les groupes de population. L'expérience personnelle d'une des décideurs ou de quelques décideurs peut venir faire la différence dans la décision qui est prise. Les précédents qui se réalisent ailleurs sont aussi importants. Nous, au Québec, quand on dit en Ontario, ils le font, ça nous aide souvent. Les solutions possibles et les ressources disponibles en contexte de restrictions économiques, le contexte de crise, bien sûr, qui peut changer complètement les priorités. Le message principal de mon truc, c'est que, évidemment, il faut être très sensible au contexte, bien comprendre les besoins des décideurs, bien comprendre où ils logent, leurs valeurs, leurs intérêts, être capable de composer avec ça de façon intègre, de façon honnête, mais capable de jouer avec ça de façon stratégique, accompagner le processus décisionnel et saisir toutes les opportunités. En d'autres termes, il faut bien croiser le processus de production, celui-ci, le processus de production d'informations au processus d'élaboration de politiques publiques et dans toutes les phases. Et c'est ça notre défi, c'est d'amener ces données probantes-là dans toutes les phases de décision et les amener à certains moments quand on est près de la décision, quand on est près du but, les ramener, les remettre en exergue pour confronter un peu les décideurs, confronter le choix ultime qui sera fait là. Et l'évaluation d'impact sur la santé est intéressante pour ça, c'est que c'est institutionnalisé, c'est à l'échelle du gouvernement, et c'est ça l'objet, c'est de dire, dites-nous quel impact ça peut avoir sur la santé si on dit oui ou si on dit non. Donc, c'est un levier aussi important et qui s'appuie sur les données probantes aussi. Je vais un petit peu plus rapidement. Pour les autres, ça reste des exemples. Donc, des productions utiles à la prise de décision, certains rapports du directeur national qui font état de l'ensemble du portrait de santé de ses déterminants. Et on cherche à s'éloigner de plus en plus. Ce sont des rapports très volumineux, très intéressants pour les professionnels de plusieurs milieux, tant professionnels de recherche que professionnels du gouvernement. Il y a des professionnels de recherche au gouvernement aussi, par ailleurs. Donc, ce sont des informations pertinentes, mais d'une certaine manière moins adaptées pour les décideurs comme tels. Ça, c'est l'un dernier qu'on a fait. Puis, la semaine dernière, j'ai eu le privilège de rencontrer nos nouveaux ministres et ce truc-là pour guider l'action, je n'ai pas dit ça à mes collègues là, de l'ISQ, entre autres, a fait un tabac, a été très, très prisé là, par les nouveaux ministres, dans le sens où il y avait dans un même recueil quel était l'état de santé de la population du Québec, quels sont ses principaux problèmes, ses principales causes de mortalité, les principaux déterminants, etc. Et à l'intérieur de ça, bien sûr, il y a une grille inégalité sociale de santé ou une grille d'analyse selon la défavorisation. Des productions utiles à la prise de décision. Donc, à certains moments, on fait des productions en fonction d'une clientèle particulière, d'un milieu ou d'un problème. Donc, on le fait pour des enfants, des données d'enquête qu'on a traduites précisément pour un réseau d'intervenants auprès des enfants et des jeunes. Un autre sur le travail, qui était aussi alimenté par l'éco-test qu'on a parlé tantôt. Un autre qui était sur la pauvreté chez les enfants, qui était aussi très diffusé, sur une base aussi très accessible aux décideurs, même si au départ, le rapport était quand même plus volumineux. Un qui on évolue avec le temps, un qui est très communication efficace, qui porte sur l'épidémie silencieuse que sont les ITSS, les infections transmissibles par le sexe et par le sang. Et vraiment, celui-là, si jamais vous pouvez le regarder, sont tous disponibles sur le site du ministère, a vraiment une couleur différente des autres par l'intention qu'on avait de toucher la population de façon particulière.
D'autres informations qui sont organisées pour les décideurs stratégiques, sectoriels et intersectoriels. Donc, on a, dans le cadre des travaux de politique de prévention, des productions très synthétiques, je vous le disais, sur l'état de santé de la population, des fois qui sont traduites en tableau de bord avec les intervenants locaux, les décideurs locaux, même les conseils d'administration des centres de santé et de services sociaux. On est en train de diffuser des tableaux de bord sur l'état de santé et les déterminants par groupe d'âge. Donc, qui sont les jeunes sur notre territoire? Est-ce qu'ils fument? Est-ce qu'ils consomment de l'alcool et à quelle fréquence, et est-ce qu'ils consomment de la drogue, etc. Là. Donc, tous les déterminants pour une clientèle particulière, pour un conseil d'administration d'établissement sur un territoire. Et on a aussi celui-là dont je veux vous parler, parce qu'on a parlé dans l'atelier précédent, la santé et ses déterminants, merci. La santé et ses déterminants, c'est un document très vulgarisé, très accessible qu'on a fait il y a quelques années dans le cadre de nos travaux d'évaluation d'impact sur la santé pour expliquer aux autres secteurs d'activité en quoi les décisions du ministère du Travail, en quoi les décisions du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, du ministère des Transports, du ministère des municipalités, bref, tous les ministères, ou le ministère du Développement économique, en quoi leurs actions, leurs décisions, leurs projets de loi, règlements, stratégies ont un impact sur la santé de la population et par le fait même un impact sur l'ensemble de la société québécoise via les déterminants notamment. Et cet outil-là, on l'a utilisé beaucoup comme instrument de sensibilisation, d'information pour faire comprendre. Pour nous, là, c'est acquis qu'il y a des déterminants sociaux notamment, il y a des déterminants que le revenu influence la santé et que ce n'est pas juste une question individuelle, mais c'est une question collective. Et donc, cet instrument-là a été très, très utile dans plusieurs de nos travaux structurants avec les autres secteurs d'activité, avec les décideurs, bien sûr, des autres secteurs d'activité. Je finis avec 2 diapositives qui vous présentent des stratégies multiples qu'on cherche à mettre en place pour influencer la prise de décision. Donc, vous voyez la ligne, là, bien sûr. D'abord, assurer une veille stratégique pour identifier les besoins de manière proactive, liés aux inégalités sociales de santé ou encore plus largement, mais être capable, comme on a fait tantôt, on mandate l'INSPQ pour dire « dites-nous ce qui se fait ailleurs en matière de lutte aux inégalités sociales de santé. Nous, on va récupérer ça, on va analyser ça, on va placer ça dans nos grands travaux de développement de politique publique. » Donc ça, on travaille beaucoup, notamment avec l'Institut national de santé publique, dans cette perspective de veille stratégique-là. Et on en fait à l'interne, mais qui est plus une veille politique, stratégique, politique à l'interne, alors qu'à l'INSPQ, elle est plus appuyée sur les résultats de recherche sur la littérature scientifique et on va chercher à croiser notre veille plus stratégique politique versus la veille stratégique appuyée sur la connaissance scientifique. Notamment, évidemment, dans les dernières semaines, on a analysé de façon très, très fine l'ensemble des plateformes politiques pour être capable de voir venir les projets, mais de voir venir les réactions à différents projets aussi, voir venir les débats, les enjeux. Donc, ça, on fait ça beaucoup. Investir les forums de décideurs intra- et intersectoriels. Développer des alliances avec les acteurs qui élaborent des politiques publiques. Donc, travailler avec le MAMRO, travailler avec le ministère de la Solidarité sociale, travailler avec le ministère de l'Éducation, le ministère de la Famille. Et en santé publique, de façon tout à fait humble, on a des méthodes, on a des outils, on est proche de la science, on est proche des connaissances et on peut apporter une contribution importante à ces autres secteurs-là qui sont proches des connaissances, bien sûr, de leurs connaissances à eux, mais les connaissances liées à la santé, à ces déterminants. Donc, de croiser les corpus de connaissances du ministère des municipalités avec le ministère de la Santé puis les connaissances en santé publique, pour nous, ça favorise le développement de politiques publiques favorables à la santé. Donc, fournir les informations qui répondent à leurs besoins, les accompagner tout au long des processus, être très ouvert, très transparent, très généreux sur ce dont on dispose. On ne garde rien pour nous, tout est ouvert, tout est partageable et s'ajuster de façon continue pour répondre aux besoins. Finalement, développer les compétences des acteurs de surveillance pour un accompagnement efficace, je vous le disais tantôt, des utilisateurs de l'information. On a développé, entre autres, un référentiel de compétences et un programme de formation, notamment sur la vulgarisation des informations en santé, mais aussi pour l'accompagnement des décideurs dans la prise de décision appuyée sur des données probantes. Mais il faut aussi maintenir nos acquis deux derniers messages. Maintenir nos acquis en termes de rigueur et de méthode
La qualité de nos données est vraiment une valeur fondamentale. Être à la fine pointe des connaissances scientifiques. Et on a un dispositif, on a une infrastructure qui est solide, qui est rigoureuse. Il faut maintenir ça. Nos partenariats avec l'INSPQ et avec l'Institut de la statistique sont majeurs pour assurer cette qualité d'information-là. Mais aussi, il faut être capable de sortir des méthodes scientifiques, il faut être capable de sortir des méthodes même à la fois plus classiques ou plus épidémiologiques pour s'ouvrir aux acteurs sociopolitiques. Et c'est ça le défi qu'on a, notamment au Québec, avec la surveillance de l'état de santé de la population. C'est bien sûr être appuyé sur une base scientifique inébranlable, travailler avec les épidémiologistes les plus rigoureux, les plus compétents possibles, mais être capable d'amener une autre couche au-dessus de ça pour faire de l'influence politique. Faire de l'influence politique, on s'entend, on est à l'intérieur de l'administration publique, mais je dirais faire de l'influence des décideurs, soutenir les décideurs dans le sens des décisions qu'on pense qui sont les meilleures à partir des données probantes, à partir des connaissances scientifiques. Bref, aller un peu au-delà de la qualité de données scientifiques pour aller davantage transiter au niveau des forums de décideurs, être capable de développer des stratégies d'influence des décideurs, un appui concret. C'est le défi particulier qu'on a encore avec la surveillance de l'état de santé de la population du Québec, malgré notre infrastructure qui est quand même assez solide. Merci beaucoup de votre attention.